Janice Hartman est alors âgée de 19 ans. Janice était très libre d'esprit. Elle avait grandi avec 2 frères. Du coup, c'était un vrai garçon manqué. Elle grimpait aux arbres encore mieux que nous. Comme la plupart des jeunes filles de son âge, Janice a un petit ami. Il s'appelle John Smith et il a 19 ans. C'était un type quelconque, insignifiant, le genre de personne qu'on oublie immédiatement après l'avoir rencontré. Les 2 jeunes gens sont inséparables et cultivent leur esprit rebelle. Il avait une moto à l'époque. Et ma sœur était le genre de fille à aimer la vitesse. Elle aimait la vitesse sous toutes ses formes. Une fois leur bac en poche, Janice et John se marient. Mais leur union est de courte durée et 4 ans plus tard, ils divorcent. Pour gagner sa vie, Janice se fait engager dans un nightclub local en tant que stripteaseuse. Je crois que c'était sa manière à elle de retrouver son esprit rebelle. Elle était comme ça et la musique faisait partie de sa vie. Sa famille avait du mal à accepter ce qu'elle faisait. Parfois, elle leur demandait de venir la voir danser. Elle ne faisait jamais de nuit intégrale. Une nuit, après le travail, Janice est invitée dans une fête privée. Plus tard, elle dira à ses amis que la soirée avait été bien arrosée et qu'elle avait même vu de la drogue passer. Plusieurs garçons invitent Janice à danser. Quand, soudain, la soirée dérape. Elle avait bu. Les garçons devaient être sous aussi. Certains ont essayé de la violer. Ils l'ont agressée sexuellement de manière très violente. Finalement, Janice réussit à les convaincre d'arrêter et quitte la soirée. Elle file directement à la police pour porter plainte. Elle est allée directement au commissariat pour leur raconter toute l'histoire. Elle a porté plainte, ils ont enregistré sa déposition, elle a tout fait dans les règles. Elle avait besoin d'être protégée. Janice continue de travailler au nightclub, mais les événements de la soirée reviennent la hanter. Elle a passé plusieurs nuits chez ma mère, après cette terrible soirée. Elle aurait dit à ma sœur qu'elle allait partir pendant quelque temps, mais qu'il ne fallait surtout pas qu'elle s'en fasse. Et effectivement, Janice disparaît, mais sans prendre ni ses habits, ni sa voiture. Quand on part quelque part, on prend toujours quelques affaires. On a besoin de vêtements, d'un moyen de transport. La police interroge les garçons qui ont agressé Janice lors de la fameuse soirée. Ils admettent avoir perdu le contrôle de la situation, mais n'ont aucune idée de l'endroit où Janice peut se trouver. Elle avait un style de vie particulier. Elle était stripteaseuse, elle sortait dans les bars. Un jour, elle disparaît après s'être à moitié fait violer lors d'une soirée trop arrosée. La police a dû penser qu'elle menait une vie dangereuse et que ça avait fini par la rattraper. Et pendant 26 ans, aussi incroyable que cela puisse paraître, plus personne n'entend parler de Janice Hartman. En réfléchissant à partir des maigres éléments dont ils disposent, les enquêteurs pensent que la disparition de la jeune femme est liée à son mode de vie. Après tout, n'est-elle pas stripteaseuse? N'a-t-elle pas récemment participé à une soirée qui a mal tourné? N'a-t-elle pas choisi de mener une existence anticonformiste et dangereuse? C'était une jeune fille de 20 ans qui menait une vie dissolue. Elle traînait avec des gens peu fréquentables, elle fumait sûrement de la marijuana. Elle ne pensait qu'à s'amuser. On s'est dit qu'elle voulait faire un break. Pour finir, l'affaire n'est jamais résolue. Et après quelques années, la famille Hartman commence par accepter l'idée qu'elle ne reverra jamais Janice. Quand un proche disparaît, ça fait un vide énorme. Un vide qui ne vous quitte jamais. Il s'installe dans votre cœur pour toujours. Impossible à combler. 20 longues années ont passé lorsque l'enquête est relancée par un coup de téléphone. Une femme contacte Gary pour lui parler de sa sœur Janice. Je me suis assis sur mon lit, j'ai pris le téléphone et j'ai répondu « Oui, je suis le frère de Janice ». Je lui dis, il paraît que votre sœur a été mariée avec John Smith. Je réponds « Oui, elle était bien mariée avec lui, mais depuis elle est portée disparue ».
Alors je lui dis, nos sœurs ont un point commun. Elles ont toutes les deux épousé John Smith. J'ajoute, malheureusement ma sœur a disparu. Gary Hartman a conclu, ma pauvre dame, la situation est grave car ma sœur a disparu en novembre 1974 et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. La femme qui a appelé s'appelle Sherry. Sa sœur, Betty Fran, avait 49 ans lorsqu'elle a épousé John Smith. Quelques mois plus tard, elle disparaît et la famille réalise que Smith leur a menti sur son passé. Il s'est présenté comme un ménonite célibataire de 40 ans, jamais marié, avec soi-disant un diplôme d'ingénieur en aéronautique de l'Université de l'Ohio et une spécialisation dans la propulsion par réaction. Mais tout était faux. Ça a relancé l'enquête. Quelles sont les probabilités pour que deux femmes qui ont épousé le même homme disparaissent dans des circonstances douteuses et que celui-ci n'ait rien à voir là-dedans? D'autant plus qu'elles ont disparu exactement de la même manière. John nie toute implication dans la disparition de Betty Fran. Dans sa première déposition, il a déclaré qu'il était rentré chez lui et que sa femme n'était pas à la maison. Elle aurait laissé un petit mot expliquant qu'elle le quittait et qu'il ne devait pas oublier de nourrir les poissons rouges. Bien évidemment, Smith nie aussi toute implication dans la disparition de sa première femme. Une brigade spéciale du FBI est appelée en renfort et découvre une coïncidence intéressante dans les deux déclarations de disparition. Il y a 20 ans de cela, des témoins auraient aperçu John Smith dans le nightclub où travaillait sa première femme le soir où elle a disparu. John n'était pas le genre de type à supporter que sa femme, ou même son ex-femme, danse en petite tenue dans un bar devant d'autres hommes. Un autre témoin déclare avoir vu Smith et Janice partir ensemble à la fermeture du club. Le divorce était prononcé, mais John voulait la reconquérir. Le fait qu'elle sorte avec d'autres hommes devait le mettre hors de lui. C'était une vraie bombe à retardement. Longtemps, la famille de Janice a suspecté John Smith d'être impliqué dans la disparition de son ex-femme. Il avait un tempérament coléreux et s'était montré violent avec Janice durant leur mariage. Je me souviens, une fois, on jouait aux échecs et je l'ai mis échec et mat. Il a regardé le plateau et soudain, il a tout envoyé valser. Il y avait des pièces éparpillées partout. J'étais soufflé. J'ai eu un mouvement de recul et j'ai pensé, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Les enquêteurs ont de sérieux soupçons, mais manquent cruellement de preuves. Tout ce qu'ils savent, c'est que Smith est la dernière personne à avoir été vue en compagnie de Janice Hartman et de Betty Fran avant qu'elles ne disparaissent. On était dans l'impasse, on n'avait aucune piste, c'était désespérant. À moins de découvrir un indice par hasard ou que Smith vienne se confesser, on n'avait absolument rien. Le fait que les deux épouses successives de John Smith se soient volatilisées dans des circonstances analogues est une coïncidence qui intrigue les policiers et les familles des disparus. À tel point que Sherry Fran, la sœur de Betty, commence dès 1991 à fouiller dans le passé de son ex-beau-frère. Et bientôt, de nombreux détails troublants la mettent en alarme. Pourquoi en effet John a-t-il prétendu, par exemple, que Betty s'était absentée de leur domicile avec une grosse valise, alors que, victime d'une fracture de la hanche, elle se déplaçait difficilement à l'aide d'un déambulateur? Tandis que Sherry poursuit son enquête et découvre d'autres anomalies, la police apprend de John Smith qu'il a un frère cadet prénommé Michael. Les inspecteurs tentent de l'interroger, mais Michael refuse catégoriquement de répondre aux questions. Après son interrogatoire, Michael est rentré chez lui pour parler à sa femme. Il avait un problème de conscience, à cause d'un secret qui le rongeait depuis des années. Il a pesé le pour et le contre, et il a décidé de dénoncer son frère. Michael raconte au FBI une histoire des plus sordides. Peu de temps après la disparition de Janice, la première femme de son frère, il aurait vu John construire une grosse caisse en bois dans le garage de leurs grands-parents. Il a trouvé la taille de la caisse bizarre. Elle avait de drôles de proportions. Elle devait faire dans les 1,20 m de long, mais surtout, elle n'était pas profonde. John explique que c'est pour ranger les affaires de Janice. Ça a laissé Michael très perplexe, il ne savait pas trop quoi penser. Pourquoi son frère avait-il besoin de construire une caisse pour y ranger les habits de Janice?
Quand on construit une caisse pour y ranger des affaires, il vaut mieux qu'elle soit profonde, comme une malle ou un coffre. John a commencé à s'énerver devant le scepticisme de son frère et Michael a fini par quitter le garage. Plus tard, dans la soirée, Michael retourne au garage et observe ce qui s'y passe à travers la fenêtre. John avait fini la caisse et était en train d'y mettre des habits. Michael a trouvé sa méthode de rangement plutôt étrange. Il prenait les vêtements un par un, il les roulait et les coinçait aux quatre coins de la caisse. Pendant tout le temps qu'a duré ce rituel, Michael a vu que son frère pleurait. John ferme la caisse et la laisse dans le garage de ses grands-parents. 5 ans plus tard, Michael et son grand-père sont en train de nettoyer le garage lorsqu'ils tombent sur la caisse. Il l'ouvre et regarde à l'intérieur. Ce que Michael a vu en cet instant, il ne pourra jamais l'oublier. Il s'est trouvé nez à nez avec Janice Hartman. Les jambes du cadavre étaient coupées sous le genou. Michael a été intrigué par des cercles apparus sur un côté de la caisse. Ce sont les jambes coupées du cadavre qui ont laissé ces marques. Il repousse avec un bâton les cheveux longs de toutes les couleurs qui recouvrent le visage du cadavre et découvre Janice. Michael veut appeler la police, mais son grand-père l'en empêche. Ce sont des affaires de famille qui vont se régler en famille. Michael et son grand-père referment la caisse et courent téléphoner à John. Ce dernier clame qu'il n'a rien à voir avec la mort de Janice, que c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué et que, pour ne pas porter les chapeaux, il a caché le corps chez ses grands-parents. Il travaille dans l'état voisin, mais arrive en quelques heures à la vieille station-service familiale où il a caché le corps. John met le cercueil de fortune dans sa voiture, puis disparaît. Il aura fallu attendre 5 ans pour que Michael avoue ce terrible secret. Il s'est dit qu'il risquait d'être accusé de complicité de meurtre et pour éviter d'avoir des ennuis, il a préféré ne rien dire à personne. Il aurait dû alerter la police, mais ce qui est fait est fait. 21 ans plus tard, où la caisse peut-elle bien se trouver? Les enquêteurs apprennent qu'à l'époque où John Smith a disparu avec la caisse, son beau-père travaillait sur un chantier. Il posait des fondations pour un complexe immobilier. À l'aide d'un radar pénétrant, la police scientifique détecte un caveau potentiel sous un garage. Avec l'aide d'une entreprise de construction d'autoroutes et de scies géantes, la police a détruit une portion du sol du garage avant de procéder à une excavation. Les matériaux déterrés ont ensuite été passés au crible par une équipe spéciale du FBI. Malheureusement, ils ne trouvent rien. Ensuite, les enquêteurs contactent les autorités et tous les médecins légistes de la région pour savoir s'ils ont entendu parler d'une caisse de bois contenant un cadavre sans jambes. Et la réponse est oui. L'officier qui a reçu le courrier travaillait dans la police depuis 25 ans, voire plus. C'est une chance inespérée que ce soit lui qui ait lu le communiqué, car dès qu'il a vu la lettre, il s'est immédiatement souvenu de cette femme retrouvée dans une caisse en avril 1980. 10 ans plus tôt, un employé des autoroutes avait trouvé des restes humains dans une caisse enfouie dans des buissons sur le bas-côté de la route. Ils ne connaissaient pas son identité et ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Mais ils n'avaient pas encore les tests ADN à l'époque. Aucune base de données à consulter. Pas de fichier d'empreinte non plus. Les médecins légistes n'avaient pas d'outils aussi performants qu'aujourd'hui et ils l'ont enterrée dans une fosse commune, faute de mieux. Mais les autorités ont gardé la caisse ainsi que la chemise de nuit qui recouvrait le visage de la victime. Le vêtement leur donne un nouvel indice. On distinguait clairement son visage imprimé sur le tissu. J'avais l'impression qu'elle était là, avec nous. C'était terrifiant à voir. L'image que l'on peut voir sur cette chemise de nuit est extrêmement troublante. Les policiers médico-légaux seront-ils capables d'identifier un cadavre qui a sans doute séjourné pendant plusieurs années dans une caisse en bois? Pour augmenter leurs chances de réussite, ils demandent aux autorités de l'Indiana d'exhumer les restes du corps non identifié qui a été enterré 10 ans plus tôt. Frank,
Et Julie Saul, des anthropologues chevronnés, sont chargés de les expertiser. En passant les ossements au rayon X, on a pu déterminer que la personne avait une vingtaine d'années. Les os pelviens confirment que c'est bien une femme. En mesurant le fémur, le docteur Saul détermine une taille approximative, 1,60 m. La même taille que Jenny Hartmann. Le crâne est en parfait état et ne montre aucun signe de traumatisme. Malheureusement, la police n'a aucun dossier dentaire avec lequel effectuer des comparaisons. La forme du visage correspondait au sourire de Jenny Hartmann, mais il nous fallait procéder à une analyse plus précise pour pouvoir affirmer avec certitude que c'était elle. Les anthropologues constatent que les jambes de la femme ont été amputées sous le genou après sa mort. Pour en savoir plus, ils envoient l'os de la jambe à un autre anthropologue, Steve Sims. Mon travail est très ciblé. J'appartiens à la branche la plus moderne de l'anthropologie médico-légale et je me suis spécialisé dans l'analyse des traumatismes osseux. L'assassin s'y est repris à plusieurs fois avant de scier les os correctement. Les tentatives avortées vont permettre au docteur Sims d'identifier l'instrument utilisé. Les scies à main ont des dents en biseau alternés à gauche et à droite et laissent des marques en W. Les entailles sont donc plus larges que la lame elle-même. Or, l'instrument qui a été utilisé pour couper les os de Janice a laissé des marques en V, irrégulières d'un côté et lisses de l'autre. Après avoir observé les traces, j'en ai conclu qu'il s'agissait d'un couteau-scie. Il faut beaucoup de force pour faire ce qu'il a fait, ou plutôt beaucoup de motivation. Un fragment d'os est envoyé au laboratoire du FBI de Washington pour un test ADN mitochondrial. Les scientifiques le comparent avec l'ADN mitochondrial de la mère de Jenny Hartmann, et c'est le même. Le cadavre est bien celui de Jenny Hartmann. J'ignore quel genre d'être humain est capable de faire une chose pareille. C'est un malade. Sociopathe serait un terme plus approprié. Les enquêteurs consultent leur base de données des cartes grises et découvrent que l'ancienne voiture de John Smith a été rachetée par un collectionneur domicilié dans le New Jersey. Le véhicule est en parfait état. Les dimensions de la voiture correspondent parfaitement à celles du cercueil de Janice. De plus, les enquêteurs trouvent une preuve concrète. L'agent du FBI a remarqué des égratignures sur le tableau de bord, ainsi que sur la vitre arrière, ce qui correspond aux angles du cercueil et prouve qu'il a effectivement séjourné dans cette voiture. 26 ans après la disparition de Janice Hartmann, John Smith est arrêté et inculpé de meurtre avec préméditation. Le procureur suppose que Smith, rongé par la jalousie, ne supportait plus que son ancienne compagne s'exhibe nue dans les boîtes de nuit. Pour la faire disparaître et mettre un terme à son cauchemar, il aurait profité de l'agression qu'elle avait subie lors de la soirée privée pour brouiller les pistes et se disculper. Mais Smith a été aperçu en compagnie de Janice le soir de sa disparition. Les enquêteurs supputent qu'il a dû l'étrangler puis mutiler son cadavre pour pouvoir le loger dans le cercueil qu'il avait pris soin de confectionner à l'avance. Le fait qu'il ait coupé les jambes de Janice a une valeur hautement symbolique. C'est elle qu'il avait quittée et il supportait mal de ne pas contrôler la situation. En l'amputant, il s'est assuré que plus jamais elle ne pourrait s'éloigner de lui. Après l'avoir tué, Smith construit le cercueil dans le garage de son grand-père et enterre Janice avec sa chemise de nuit sur le visage. Il laisse le cercueil dans le garage jusqu'à ce que son frère et son grand-père lui demandent de s'en défaire. Il installe le cercueil dans sa voiture avant de s'en débarrasser le long d'une autoroute de l'Indiana. Lors de son procès, John Smith est reconnu coupable du meurtre de Jenny Hartmann et le juge le condamne à purger entre 15 ans et la prison à perpétuité. Ce n'était pas un tas d'os anonyme. La science a réussi à les rattacher à un nom et à sa famille qui l'aimait. Les médecins ont rendu à ce corps son identité et ont réussi à ranimer une affaire qu'on croyait classée. Grâce à eux,
Le coupable a été condamné. Michael Fliman a écrit un livre sur cette affaire intitulé The Stranger in My Bed. Il doute fort que l'on retrouvera un jour Betty Frame, la deuxième femme de Smith. John Smith ne leur avouera jamais où est le corps de Betty Frame, si c'est effectivement lui qui l'a tué. Ce serait pourtant un premier pas vers la rédemption. Ça lui permettrait d'avoir la chance de pouvoir s'expliquer devant Dieu avant d'aller en enfer. Avouer le crime de Betty Frame lui vaudrait sûrement la peine de mort. C'est pour ça qu'il ne le fera pas. À mon avis, on ne retrouvera jamais son corps, et cette affaire ne sera probablement jamais résolue. Les enquêteurs ont appris que Betty Frame allait quitter Smith, car elle avait découvert qu'il la trompait avec une autre femme. Je pense que la plus grande frayeur de John, c'était qu'on l'abandonne. Dès qu'une femme voulait partir, il était prêt à tout pour l'en empêcher. C'est donc par une condamnation à purger une peine de 15 ans de réclusion que s'achève le parcours criminel de John Smith, le jaloux psychopathe. Mais pour autant, sa culpabilité probable dans la mort de Betty Frame, sa deuxième épouse, n'est toujours pas officiellement établie. Sherry Frame, la sœur de la victime, n'a pourtant pas ménagé ses efforts pour le faire inculper. Les conclusions de sa propre enquête ont été publiées dans un livre intitulé « Ma sœur a disparu, comment faire condamner son meurtrier ?» Accumulant les pièces à charge, Sherry a révélé par exemple qu'en 1999, elle avait prévenu Diane Bartalen, la troisième épouse du meurtrier, des dangers qu'elle encourait à vivre à ses côtés. D'abord incrédule, cette dernière avait contacté le FBI et face aux révélations des policiers, elle avait fini par prendre la menace au sérieux et elle lui avait confié une valise stockée dans son garage appartenant à son mari. Dedans, des papiers administratifs avec une adresse dans l'Indiana grâce à laquelle la police s'est mise à chercher un corps dans cet état et à retrouver celui de Janice. En attendant, John Smith est en prison pour 15 ans. Il ne pourra pas demander sa libération conditionnelle avant 2011. Sherry n'a toujours pas baissé les bras. Elle a accepté qu'un film soit tourné à partir de son livre en espérant que d'autres témoins se manifesteront. Et avec la police, elle travaille sur d'autres indices trouvés en la possession de John, des photos de femmes jamais identifiées, mais aussi des dents, des fragments de crâne humain. La seconde histoire du jour commence par ce qui ressemble à un banal et tragique accident de chasse, avant d'évoluer vers l'une des plus extraordinaires expertises de l'histoire de la géologie médico-légale.